Quand le colonel Rhodes dit à des jeunes cadets que l'avenir du combat aérien, ce sont des avions sans pilote, Tony Stark lui propose des pilotes sans avion. Mais il est évident que tout le monde ne pourra pas finir pilote d'une armure d'Iron Man. Dans un métier en pleine transformation, on peut se demander comment les géants font, surtout quand on a un produit utilisé par des centaines de millions de personnes à travers le monde, quand l'erreur n'est pas acceptable et que même parfois, même pas envisageable. Mais alors, comment AWS crée son code aujourd'hui ? Quels sont les retours de l'AWS Summit de la semaine dernière ? Et surtout, qui osera demander à Bedrock d'écrire un manifeste agile ? Pour répondre à ces questions de pilotage, je ne reçois pas Ted Striker, mais il s'y connaît en film de gladiateur. Julien, bonjour. Bonjour Bruno. Alors Julien... Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Bien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Il y a sûrement énormément de monde qui ne me connaît pas. Je suis Julien Lépine, je suis directeur de la technologie chez Amazon Web Services pour la France. Ça fait plus de 13 ans que je suis chez Amazon et mes équipes travaillent avec les clients d'Amazon Web Services pour les aider à adopter le cloud, la data et l'IA. Ok, canon. Donc la semaine dernière s'est tenu le AWS Summit, qui est du coup un peu la grande messe tech de AWS en France. C'est la plus grosse conférence cloud et IA en France, avec à peu près 10 000 personnes qui viennent au Palais des Congrès chaque année. On l'a tenu le 1er avril, c'était pas une blague, et on a eu du monde, heureusement, parce qu'ils ont bien compris que c'était pas une blague. Donc c'était effectivement une grande messe, tu as eu un planning assez chargé et assez intense. Ça a été quoi pour toi un peu dans ce contexte très, très changeant ? C'est quoi un peu toi ce que tu ressors de cette journée avec tous ces développeurs et développeuses ? Je ressors 3 jours sans voix après le summit. Ça a été le premier élément. Alors, on dit le summit, mais en fait, pour AWS, c'est plusieurs summits, parce qu'on travaille avec les partenaires la veille. On a un dîner avec les directions générales la veille aussi, plus la journée du summit. Et après, on a 2 jours avec les équipes en interne pour faire ce qu'on appelle l'after summit. Donc, je voulais dire un merci à mes équipes d'avoir organisé ça. Donc, c'est un grand événement pour nous. C'est vraiment le point culminant de l'année. C'est le premier au monde aussi pour AWS. La France est le premier pays à lancer la saison des summits, donc c'est Cocorico aussi. C'est quand même un événement. Pourquoi le summit ? On l'a toujours vu comme étant un événement centré sur l'apprentissage. Alors effectivement, il y a du marketing, on va voir effectivement les nouveaux services et les nouvelles annonces, mais plus de la moitié de nos sessions avaient des clients. Et donc le but, un peu comme tu fais dans ton podcast, c'est d'avoir un sujet général où on va présenter la vision d'AWS de ce sujet-là, mais plutôt que juste nous parler, ce qui est intéressant, on aime bien le faire, mais c'est pas vraiment ce qui va faire bouger les foules. On a nos clients. Et on avait des centaines de clients qui viennent présenter comment ils ont répondu à ce cas d'usage spécifique chez eux et quel en a été l'impact, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc ce que j'en ressors vraiment sur cette journée, qui est exténuante pour tout le monde, beaucoup de kilomètres marchés. On commence très très tôt, on finit très très tard. Mais voilà, vraiment beaucoup d'apprentissage, une énergie débordante dans l'écosystème tech. On a des startups, des PME, des grands groupes, on avait des étudiants, on avait vraiment tous les types de profils, une énergie débordante, une envie d'apprendre, des questions sur l'avenir. Qu'est-ce que ça va devenir et comment comment on va créer ce nouveau monde du développement. Mais voilà, une énergie dingue sur toute la journée et un summit qui a fait le plein aussi. Alors, ce qui est hyper intéressant en fait de te recevoir, c'est que sur ce podcast, on a beaucoup parlé effectivement des changements du métier de dev, effectivement, un ensemble d'entreprises qui essaient de s'adapter à tous ces changements, à tous ces nouveaux outils qui sortent. Ce qui est un peu particulier avec AWS, c'est que vous êtes effectivement aussi dans cette transformation, mais vous y êtes aussi acteur. Et notamment à travers de l'AWS Summit, vous avez annoncé des choses autour des différents outils pour les développeurs. Comment est-ce que vous participez justement à cette transformation de notre métier ?
Amazon Web Services a énormément de développeurs en interne. Donc déjà, notre premier besoin, c'est nous. On fournit des services, on développe des services. Tu disais en introduction, on doit avoir la possibilité de... on doit pouvoir fournir des services de qualité à une échelle absolument dingue. J'ai eu la chance et l'honneur de présenter une session sur un moment où ça n'a pas marché. Il se trouve que le 20 octobre dernier, on a eu un événement, ce qu'on appelle un large scale event, où on a un de nos services DynamoDB qui n'a pas répondu pendant une petite durée. Alors pour vous, ça vous parle peut-être pas en tant que développeur en France, parce qu'il n'y a eu aucun impact en France et sur les régions européennes. Si vos enfants jouent à Fortnite, le 20 octobre 2025, c'était le premier jour des vacances de la Toussaint, et il se trouve que Fortnite était indisponible. Ce service-là, il gère plus de 5000 milliards de requêtes par heure. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Ce qui commence à donc être... on est sur des échelles qui sont complètement folles. Et on se dit, et pourquoi c'est important, et entre autres l'IA, je pense qu'on y reviendra, quelque chose qui arrive une fois tous les milliards de fois, pas quand on fait plusieurs milliers de milliards de requêtes par heure ou par jour, en fait ça arrive tout le temps. Ça peut arriver plus de 1000 fois par heure. Donc effectivement, moi quand j'étais développeur, on me disait le truc ça peut se produire une fois sur 1 milliard. Je disais, c'est bon, je suis confort, ça va jamais arriver. Là, en fait, on est à une échelle telle qu'on a effectivement ce risque-là. Donc nous, on a vraiment cet élément-là où on va produire des systèmes qui sont des systèmes extrêmement critiques, qui vont avoir un impact majeur, mais aussi on travaille avec nos clients. Et donc dans la deuxième étape, tu disais effectivement on a un environnement de développement qui s'appelle Kiro. On a d'ailleurs mis des outils à disposition, on a des agents de sécurité, des agents DevOps qui ont été mis à disposition en GA, donc en General Availability, disponible pour tout le monde, toute fin mars, le 31 mars, donc la veille du Summit. Donc on a ces services-là, et mes équipes, nous on va vraiment travailler avec nos clients pour essayer de comprendre c'est quoi leurs problématiques, comment on peut les aider, comment on peut comprendre ce qu'ils font, pour aussi adapter les services, parce qu'on ne veut pas avoir un service parce qu'il répond à nous. C'est pas très intéressant. Alors, on trouve ça très intéressant en interne, mais on veut surtout avoir des services où on peut utiliser notre expérience et notre échelle, le rendre de manière simple à tous les développeurs. AWS a vraiment été créé pour rendre disponible le meilleur de la technologie à tout le monde. C'est la fondation même d'AWS. Et donc, on continue à faire ça dans ce nouveau monde de l'IA. Alors après, il y a quand même aussi un sujet, c'est que on l'a évoqué avec quelques invités sur ce podcast, c'est qu'on voit parfois des startups qui se lancent et qui se posent des questions de scalabilité, de comment est-ce que je gère mon infra quand j'aurai 1 million de users simultanés sur la plateforme, alors que le site est même pas lancé, donc t'as même pas 2 users simultanés sur la plateforme. Donc tu vois, une notion un peu d'over-engineering et des trucs qu'on aime bien. Nous, de façon générale, en tant que dev, on aime bien se compliquer tu vois, avoir 400 microservices pour 12 utilisateurs, c'est très bien, mais voilà, c'est on pas adore hyper pratique. Mais donc justement, tu vois, si vous mettez tout votre savoir d'AWS à disposition de tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas justement un risque en fait que vous mettiez à disposition de l'over-engineering et qu'en fait la solution pour... Parce qu'en fait, tu vois ce que tu évoquais tout à l'heure sur vos milliards de requêtes, c'est un problème que vous êtes peut-être 10 dans le monde à avoir ces problèmes-là. Et tous les autres, ça nous arrivera jamais en fait d'avoir ces... Donc tu vois Alors, je vous souhaite que ça vous arrive. Oui, on est d'accord. C'est quand même hyper fun. Et non, justement, la raison d'être d'AWS quand on s'est lancé, qu'on a lancé notre premier service en 2006, AWS vient d'avoir 20 ans. Alors, pour les geeks, parce qu'il y en a quelques-uns, ou peut-être même nerds qui vont faire ça, on l'a sorti le 14 mars. Donc le 14 mars, aux États-Unis, ils écrivent les dates dans le sens inverse du node, donc ça devient 3-14, donc Pi Day. Le jour de Pi Day, on a sorti Amazon S3, qui est le premier service sous la marque Amazon Web Services. Et notre mission, je disais, le but c'est de démocratiser l'accès à la technologie. Notre mission aussi, c'est on adore ce mot-là, cet ensemble de mots, c'est « We take care of the undifferentiated heavy lifting ». Donc on prend tout ce qui est la plomberie, tout ce qui est le travail difficile, mais qui n'apporte pas de valeur. Nous, notre mission, c'est de le prendre en charge chez nous pour que les gens n'aient pas à le faire. Ce qu'on fait avec S3, ce qu'on fait avec Amazon EC2, ce qu'on fait avec tous nos services. Donc si nous, on a des services qui sont difficiles à opérer, le but, c'est que l'API, pour les utilisateurs, elle soit hyper simple. Je prends S3. S3, il est sorti il y a 20 ans. L'API, c'est je suis capable de faire un HTTP put et un HTTP get. C'est pas très compliqué. Voilà. 20 ans plus tard, on fait toujours un HTTP put, on fait toujours un HTTP get. Nous, on avait commencé, tu parlais sur l'over-engineering. Werner, il y a un peu plus de 10 ans, avait sorti une analogie que j'aimais bien. Quand on a lancé S3, c'était l'équivalent de voler dans un petit Cessna. S3, maintenant, c'est l'équivalent d'une flotte d'A380, mais pour les utilisateurs, ça a été complètement transparent. Et c'est vraiment ce moment-là. Nous, on ne veut pas que on veut pas. Si vous voulez le faire, over-engineer, faites-le.
Mais si vous voulez commencer par avoir une application monolithique qui tourne sur une instance virtuelle, parce que c'est ce qui répond à vos besoins, on est hyper heureux. Par contre, on va vous poser des questions. Est-ce que vous avez pris en charge la haute disponibilité? Est-ce que vous avez pris en charge la sécurité? Et souvent, en fait, notre métier, c'est plus de poser des questions que d'arriver avec des réponses. Et donc, on va poser plein de questions. On a un framework qui s'appelle le well architecting, donc les applications bien architecturées, où on pose plein de questions. Et pour beaucoup, on dit, c'est pas un problème, c'est peut-être pas pour maintenant, c'est peut-être pour plus tard. Mais voilà, il faut pas... Enfin, je reste persuadé qu'il faut pas over-engineerer, sinon on ralentit alors qu'on a fait tout ça pour pouvoir accélérer. Mais donc l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que le jour où ça devient un sujet, tu puisses d'un flip de switch, en fait, activer les bonnes options, les bons paramètres pour que ça se presque un flip de switch. Presque. Mais le but, effectivement, c'est de voir. On a des applications. Alors, si vous voulez faire, je sais pas, tourner du PHP, vous avez des virtual private servers qui sont disponibles en un clic. Au moment où vous allez vouloir passer à l'échelle, effectivement, il va falloir mettre un load balancer, il va falloir mettre plusieurs instances. Il y aura probablement des modifications sur le MySQL ou le PostgreSQL qui vient derrière pour avoir des services un peu plus managés. Nous, on fournit les différentes briques. Ce qui est génial avec l'IA maintenant, c'est qu'en fait, ces chemins de migration, on peut les automatiser. En fait, on a plein de markdown qui sont disponibles pour expliquer c'est quoi les bons chemins de migration. Et on a une session qui est une de nos sessions qui a été, je pense, le plus jouée dans le monde entier. Okay. Quasiment depuis que je suis chez AWS. Donc, ça fait 13 ans que je suis chez AWS maintenant. Et la session, elle s'appelle Scaling for the First Million Users. Donc, comment passer à l'échelle pour notre premier million d'utilisateurs. Et justement, on commence par dire, vous commencez par une instance. Après, vous avez 2 instances. Après, vous avez des problématiques de je vais protéger mon front-end de mon back-end. Donc, on va mettre une file. Après, on se dit, ouais, mais j'ai envie d'avoir un cache parce que je commence à avoir un petit peu d'éléments. Et en fait, on va commencer à ajouter les briques. Mais toute la session, et on l'ajoute tous les ans. Depuis le premier reInvent, qui est notre grande conférence internationale à Las Vegas, tout début décembre, tous les ans, elle existe, cette session. Et justement, on est très clair avec les utilisateurs et les développeurs en leur disant, vous pouvez aller très, 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 très loin. Netflix opère une plateforme absolument dingue à une échelle que très peu ont vue, qui est intégralement basée sur AWS. Commencez pas par faire l'archi de Netflix. Clairement, c'est pas une bonne pratique. Et d'accord, tu as parlé effectivement donc, des outils d'IA pour les développeurs, que ce soit au niveau de vos clients ou chez vous, chez AWS. C'est quoi votre perception chez AWS justement de cette adoption des outils d'IA par les équipes de dev? Alors, je vais prendre une histoire qu'on a eue récemment. Alors, c'était justement en préparation du grand événement de reInvent de décembre dernier. On a vu une adoption assez disparate finalement au sein de l'organisation. On est très... microservices. Alors, vous pouvez probablement trouver sur Internet des histoires de Jeff Bezos qui aurait envoyé un mail avec un mandat en début des années 2000 en disant maintenant vous devez tous faire du SOA. Bon, service oriented, on est début des années 2000, on n'est pas microservices, mais qui étaient vraiment les prémices des microservices. Et donc nous on sait, alors pour ceux qui aiment la loi de Conway, les principes de Conway, il se trouve qu'un logiciel est un miroir de l'organisation humaine, et donc on a décidé d'organiser comme on voulait avoir nos logiciels. Donc on a organisé très rapidement autour d'un concept qu'on appelle les pizza teams, qui sont des équipes de petite dizaine de personnes qui peuvent être nourries avec 2 pizzas américaines, des grandes pizzas. Sur ce concept-là, en fait, on le voit chez Amazon, et on le voit chez AWS particulièrement. Quand vous voyez nos services, finalement, on a une espèce de constellation. Une des raisons pour lesquelles on a cette constellation, c'est qu'à chaque fois, on a des équipes différentes qui sont en charge, ce qui leur permet de travailler vraiment en parallèle. Ce qui pose une question de l'adoption à large échelle. Comment on fait pour pousser une adoption à large échelle quand notre modèle même d'organisation, c'est la liberté et l'autonomie? Donc ça, on le fait. Et donc on voyait pas mal d'équipes qui l'adoptaient de manière différente. On a des équipes qui faisaient un peu de la code complétion. Voilà, on était sur j'ai 10-20% d'augmentation de ma productivité, mais bon, globalement, j'ai pas changé mon modèle d'être. Et on a une équipe qui développe Amazon Bedrock. Amazon Bedrock, c'est le cœur du réacteur de l'intelligence artificielle générative chez AWS. C'est la plateforme qui gère tous les agents, c'est la plateforme qui gère tous les LLM. On a plus d'une centaine de LLM disponibles de plein de fournisseurs différents, on a plus que doublé le nombre de LLM. C'est des plateformes qui gèrent des milliers de milliards de requêtes. Encore une fois, c'est vraiment une plateforme critique. Sauf que nous, on a commencé à le développer en 2023. Et on l'a lancé en 2023. Il se trouve qu'en 2025, les besoins de l'IA, pour ceux qui font de l'IA depuis un peu plus de 2 ans, on ne l'utilise pas de la même manière. On était sur de la code complétion, maintenant on est sur des agents autonomes qui sont intégrés dans des systèmes complexes. Ça a complètement changé. Donc notre plateforme Bedrock, elle ne répondait plus aux besoins.
Clairement, il fallait la mettre à jour. Et donc, on a une équipe pilotée par Anthony Ligori, qui est un de nos Distinguished Engineers. Donc, chez Amazon, on a 2 carrières parallèles. C'est un truc que j'adore aussi. Ouais. On a une carrière de contributeur individuel, où on peut aller jusqu'à Senior Vice President, donc qui dépend directement du directeur général d'Amazon. On a une personne qui s'appelle James Hamilton, qui est Senior Vice President et Distinguished Engineer, donc il est contributeur individuel. Voilà. Il continue à faire de la techno, par contre l'impact de tous ses choix sont absolument énormes. Et après on peut avoir une carrière plutôt dans le management, où effectivement on devient directeur, vice président, senior vice président, avec des équipes. Mais voilà. Et donc il y a vraiment 2 carrières, donc on ne force pas les gens nécessairement à choisir entre l'un et l'autre. On peut vraiment prendre ce chemin-là. Et donc on a un de nos Distinguished Engineers qui est l'équivalent d'un VP, mais contributeur individuel, qui s'appelle Anthony Ligori, et qui a été mis en charge du redéveloppement de Bedrock. Alors il est arrivé avec sa vision traditionnelle, il dit ok, il a fait son analyse, il a fait ses schémas, il a dit il me faut 30 développeurs, donc 3 pizza teams, et il va me falloir 18 mois. Et là la direction il dit c'est-à-dire que non en fait, ce serait bien qu'on l'ait avant. Et en fait il avait commencé à jouer pas mal avec ces modèles d'intelligence artificielle, il avait vu l'amélioration de la productivité, mais voilà, il t'est resté là-dessus. Et en fait il s'est dit, mais en fait c'est peut-être une vraie opportunité. Et donc, il a regardé vraiment plus la manière de travailler. Il a créé une équipe. Alors, je pense qu'on y reviendra. Il a créé une équipe de seniors initialement, parce qu'on voulait avoir des gens qui avaient la connaissance de la code base, des contraintes et de ces éléments-là pour tester. Voilà, le but, c'est on prend une équipe, on les laisse en autonomie pour tester. Et il s'est dit, tiens, en fait, si on utilisait ces modèles-là pour redévelopper complètement Bedrock. Et en utilisant une plateforme agentique, il a réussi avec une équipe de 6 personnes en 72 jours. Donc on était à 18 mois, 30 personnes. Là, on est 5 fois moins de personnes avec 6 personnes. Et on est globalement à 7-8 fois moins de temps. Parce qu'on le fait en 62 jours. Il a été capable de redévelopper Bedrock. Encore une fois, une plateforme qui gère des milliers de milliards de transactions. On est sur une plateforme extrêmement critique, qui est au cœur de la plupart des applications, donc qui est du code en prod, hyper sécurisé, super validé. Donc on n'est pas sur du vibe coding du tout. On est vraiment sur une plateforme de prod. Et en fait, ils ont été capables de développer ce système, de le mettre à disposition, de le tester, de le valider et de le lancer. Ce qui nous a permis d'accélérer énormément. Et donc, alors, on utilise aussi ces choses-là. Et dans la gestion du changement, il y a le concept de power user qu'on utilise beaucoup depuis longtemps dans la gestion du changement. En fait, c'est un peu devenu notre power user. En se disant, je vais prendre une application qui est vraiment critique. Parce que on peut tous faire des POC et des protos sur des applications qui sont simples. Je me rappelle de l'IoT, quand tout le monde me demandait si on pouvait mettre des caméras pour voir si les salles de réunion étaient prises ou pas. Ça, c'était 2015 à peu près, l'IoT. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de ces applis qui soient encore en prod, avec les boutons IoT pour faire les trucs. Là, on se disait, non, on veut pas un truc gadget, on veut un truc cœur de métier. Et donc, il a pris l'avenir de l'entreprise, clairement. La GenAI et l'IA générative et agentique, c'est clairement au cœur de la stratégie d'Amazon et d'AWS. Il a redéveloppé ce système-là pour le mettre à disposition de tout le monde. Et donc ça a été un de nos gros changements. Ouais. Mais comment est-ce que tu gères parce qu'en fait, le grand écart que tu nous expliques, que tu nous montres, là, il paraît fou entre des gens qui font en gros de l'autocomplétion et quelqu'un qui te redéveloppe quelque chose d'essentiel dans les services AWS aujourd'hui. Au final, en quelques jours, avec quelques personnes, on est effectivement sur un spectre d'usage qui est drastique. Qui est assez large. Comment tu fais pour... L'idée, c'est quoi? C'est, OK, maintenant, on continue à laisser tout le monde faire un peu comme ils veulent, ou est-ce que tu te dis, ceux qui font que l'autocomplétion, en fait, il faut les amener à ce qui a pu être fait sur Bedrock? Clairement, il faut les amener. On ne va pas les laisser en mode autocomplétion. Mais encore une fois, chez Amazon, on a très très peu de mandats top-down qui disent c'est comme ça qu'on va le faire. On a des contraintes en disant, par exemple, sur la sécurité, on a quelques outils très spécifiques qui sont des outils que tout le monde doit utiliser. Pour le déploiement, on a aussi quelques outils très spécifiques que l'on doit utiliser. Par contre, même les langages de programmation, finalement, on peut ajouter un nouveau langage de programmation chez Amazon. Par contre, on arrive avec un ensemble de contraintes qui sont, il doit être opérable, il doit être débuggable, il doit avoir de l'observabilité, il doit être sécurisé, il doit être patchable, il doit avoir du... Enfin, donc, ajouter un nouveau langage, même si c'est possible... Donc on n'arrive pas avec du brainfuck du jour au lendemain. C'est ça, exactement. Et donc le but, c'est vraiment de se dire comment on va le rendre opérable. Et donc après, on a vraiment un côté communauté, où en fait on a donc le rôle de ces Distinguished Engineers. En fait, ils ont la responsabilité souvent d'un service, d'un ensemble de services, mais leur deuxième mission, c'est d'aller travailler avec tous les autres services pour faire des revues, en se disant,
Si moi, je suis dans mon contexte, je redéveloppe Bedrock, par exemple, je fais mon système, je me doute que mon système, il va marcher, ben, je vais avoir un biais cognitif de validation. Et donc, au moment où je vais faire mes revues, il y a potentiellement des détails que je vais laisser passer. Donc, on va chercher des distinguished, des principals ou des senior principals d'autres équipes pour venir faire la revue. Donc, déjà, en faisant ça, en fait, on s'assure que toutes les équipes, on a des échanges réguliers. Et chaque nouveau service qui doit être lancé doit avoir une principal review. Donc, déjà, rien qu'en faisant ces éléments-là et en utilisant ce côté communautaire, on s'assure qu'on va avoir nos personnels les plus seniors qui se disent non mais moi aussi je veux faire 6 fois moins de monde et 5 fois plus vite ou 8 fois plus vite. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont envie de faire. Donc ça c'est le premier élément. Le fait d'avoir ce maillage vraiment intense au sein de l'organisation fait que ce partage de bonnes pratiques est très rapide. Après, le deuxième, on a réussi à créer une communauté. On fait beaucoup de choses d'un point de vue communautaire. On a un channel Slack avec plus de 30 000 personnes qui sont dedans, qui sont les bonnes pratiques pour adopter l'IA. Alors, avec 30 000 personnes dans un channel Slack, pour ceux qui utilisent Slack, ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Donc, du coup, on a un deuxième channel Slack qui utilise de l'IA pour faire un résumé du channel Slack principal tous les soirs pour qu'on puisse avancer dessus. Mais voilà, on est vraiment sur ces éléments. Le troisième élément, et c'est ce qui a été annoncé à Reinvent par Matt Garman, donc le directeur général d'Amazon Web Services, on a pour une fois décidé de standardiser sur un outil. Donc Amazon Web Services, d'un point de vue développement, a standardisé sur Kiro, qui est notre IDE, et Kiro CLI. Derrière, une grande partie est soit sur nos modèles, soit sur Claude. On utilise beaucoup de Claude Sonnet et de Claude Opus. Mais en disant, voilà, on a aussi cette manière de faire. Donc, encore une fois, on laisse la possibilité aux équipes de faire différemment si elles ont envie. On a des équipes qui développent de l'assembleur, ils n'ont pas besoin d'avoir un super IDE, ils ont besoin d'avoir des choses très 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 précises. Mais par contre, on dit, voilà, le chemin par défaut, maintenant c'est ça. Vous pouvez faire différemment, par contre, il va falloir expliquer pourquoi la différence doit être mise. Donc, on a vraiment ces éléments. À la fois, on met en lumière là où ça a marché, on a une vraie communauté d'adoption, et sur certains éléments, on fait quand même du top-down parce que c'est nécessaire. Donc, c'est mettre à disposition le meilleur des outils possibles à vos équipes de dev pour qu'en fait, personne n'ait envie d'aller... Parce qu'en fait, tu peux pas trouver mieux ailleurs, quoi. En gros, c'est un peu le... Voilà, et puis surtout... Alors, je vais pas dire que Kiro, c'est l'IDE qui va révolutionner tous les IDE, j'en sais rien. Je trouve que Kiro est très très bien avec sa CLI, et maintenant on a des interfaces web, et on a un IDE aussi, donc c'est vrai que c'est une chaîne complète qui vient s'intégrer aux différents points d'intégration du développeur. Et puis avec les agents que vous venez de lancer, en plus, ça ajoute des c'est ça, dès qu'on a des agents, dès qu'on a des expertises qui viennent, voilà, ça vient en plus, on a des skills, on a des powers, donc Kiro qui est l'équivalent du skill d'un Claude Code, par exemple, donc tous ces éléments-là, on vient le faire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on met 30 000 développeurs en interne dessus, on va avoir une communauté hyper exigeante qui va nous fournir énormément de feedback et qui va partager les bonnes pratiques. Et je pense que c'est vraiment un des points, et on l'a vu sur plusieurs podcasts que tu as déjà sortis, cette communauté de pratique, cette adaptation à un contexte spécifique, dans mon cas Amazon, mais ça peut être d'autres entreprises, c'est là où on va vraiment avoir une valeur. C'est quoi mes Architecture Decision Records, mes ADR, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, comment je fais. Une fois qu'on l'a mis en place, parce que finalement on a une personne qui l'a mis, qui l'a développé, qui s'est amusé à faire un markdown, j'ai tout le reste de mon entreprise qui va le faire. Donc l'effet masse de l'adoption, c'est plus finalement que juste de la productivité. On crée un cercle vertueux finalement entre les différentes équipes. Sur cette philosophie des bonnes pratiques, tu vois, l'exemple que tu as donné avec cette réécriture de Bedrocks, grosso modo, vous l'avez fait quoi, à peu près, c'est 80 fois moins de temps, si on fait le ratio entre la réduction de la taille d'équipe et le nombre de personnes. Il y a une question moi, que je suis en train de me poser en fait, assez fortement, c'est que pendant longtemps, on a mis en place un ensemble de best practices sur la meilleure manière d'écrire du code. Parce qu'en fait, je suis convaincu qu'écrire du code qui fonctionne, c'est facile. Écrire du code qui fonctionne pendant longtemps, c'est beaucoup plus dur. Et qu'en fait, on avait besoin d'avoir du code qui fonctionne pendant longtemps parce que depuis des années, écrire du code, c'est long, c'est fastidieux et ça coûte cher parce qu'on demande à des ingénieurs qui sont payés quand même des salaires plutôt intéressants d'aller avec leur petite mimine taper caractère après caractère. Ou copier-coller Stack Overflow. Ou copier-coller Stack Overflow. Mais tu vois, il y avait effectivement... Et donc, tu avais besoin d'avoir du code qui fonctionne pendant longtemps, qui soit maintenable facilement, pour que tu aies le moins besoin de revenir dessus. Ouais. Mais là, on rentre dans une époque où, en fait, on peut littéralement chier 100 000 lignes de code par jour. Ouais. Et donc, en fait, la notion tu vois, la valeur de la ligne de code en tant que telle est de moins en moins importante.
Mais du coup, je me demande aussi, est-ce qu'on a encore besoin de toutes ces best practices? Parce qu'au final, si tu ships en prod un truc qui marche pas, au final, en quelques jours, voire quelques semaines pour les plus gros projets comme Bedrock, tu peux entièrement tout réécrire s'il faut. Donc tu vois, est-ce qu'on a encore besoin d'injecter dans nos systèmes d'IA cette notion de best practice et de qualité de code, alors qu'en fait, on pourrait se dire, en fait, je peux, entre guillemets, régénérer ma code base tous les matins. Alors, on a parlé tout à l'heure du Well Architected Framework, la possibilité d'avoir des applications qui sont justement bien architecturées. On a plusieurs piliers. Donc, il est effectivement très simple de pondre énormément de lignes de code. Par contre, les rendre sécurisées, les rendre cost-effectives, les rendre maintenables quand même dans le contexte d'agents, on voit qu'il y a plein d'agents actuellement, alors je pense que ça changera, mais qui sont capables de générer énormément de code. Par contre, quand on leur demande de recomprendre le code qu'ils ont généré pour faire des mises à jour, le contexte devient un petit peu trop gros et on voit qu'effectivement, ils galèrent. Donc ces principes-là, finalement, on les avait parce que notre contrainte centrale, c'était les humains, mais les bonnes pratiques qui viennent derrière, ça reste quand même des bonnes pratiques. Ne pas surconsommer. J'ai adoré, j'ai eu la chance d'être déjà chez Amazon Web Services quand on a lancé AWS Lambda. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, AWS Lambda, c'est le serverless, le premier service serverless qui a existé. Je peux écrire un bout de Node.js, je le déploie et ça ne va rien me coûter. Littéralement rien, pas un centime, tant qu'il n'est pas exécuté. Et quand il va être exécuté, je vais être facturé à la milliseconde. Moi, j'ai été responsable d'équipe de dev avant. Les seuls, et on me demandait bien entendu toujours de faire plus vite et moins cher. C'est normal, si on n'est pas responsable d'équipe de dev. Et en fait, la seule chose que je pouvais faire, c'était payer moins cher mes devs. Parce que, en tant que responsable d'équipe de dev, je pouvais pas faire grand-chose. Là, avec des plateformes comme Lambda, si j'arrive à diviser par 2 le temps d'exécution de mon algorithme, en fait, je vais littéralement payer 2 fois moins cher sur ma plateforme. Et donc, je pense que là, je vais reciter Kent Beck. Kent Beck, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un développeur extraordinaire, qui est un des co-signataires, il y a 25 ans, du Manifeste Agile. Et ils ont utilisé beaucoup de ces expériences, justement, de développeurs, et le fait que le contexte soit long. Quand il a finalement pris le virage de l'agentique en début 2025, il a dit 99% de ma valeur est devenue inutile. Par contre, le pourcent restant a fait, je crois, fois 1000. Okay. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire la capacité à générer et à avoir du code spécifique, c'est peut-être ça reste important, il faut le comprendre. Et je reste persuadé qu'il faut avoir une vraie compréhension du code, même s'il est généré par des IA. Par contre, il dit sa compréhension du contexte, sa compréhension des raisons pour lesquelles les choix sont faits. L'architecture et le développement, c'est des arbitrages au quotidien. Et donc voilà, cette valeur-là, il dit, ça a pris une valeur énorme, finalement. Beaucoup plus que sa capacité à écrire. Donc, il faut le penser différemment. Alors, je ne sais pas si tu as vu, parce que c'était la semaine dernière, et je crois que la semaine dernière, tu étais un peu occupé avec le Summit, mais j'ai vu passer quelques actus avec des gens qui se disent que comme justement aujourd'hui on a du code qui est généré par des IA et surtout relu par des IA, enfin il y a c'est surtout des IA qui bossent dessus, qui essaient de créer des langages de programmation pas pensés en fait pour les IA, qui sont complètement du coup, qui ne prennent pas en compte le besoin de lisibilité par un être humain avec son cerveau limité. Et l'autre côté du spectre, on a, alors moi je retiens très mal les noms, mais le créateur de Swift, qui lui au contraire est aussi en train de créer, il a lancé le projet Mojo, qui est aussi un langage, mais lui au contraire il insiste sur le fait qu'il faut un langage qui reste lisible par des humains, et du coup il est en train donc avec le projet Mojo de lancer un langage qui est spécifiquement conçu pour cette ère dans laquelle on est en train de rentrer, l'ère de l'IA, effectivement avoir du coup du code qui soit lisible par les humains et par les IA, et qui soit du coup très adapté aussi à cette interaction qu'on a avec les outils. Je ne sais pas quelle est ta vision de ces projets-là. Alors ma grande question, c'est la responsabilité. Qui va prendre la responsabilité si un jour quelque chose va pas bien? Il se trouve, alors je vais citer, il y a un mème sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, on voit une diapositive, un transparent, parce qu'à l'époque c'était des transparents et pas des diapositives, où on fait un ordinateur ne peut pas prendre de responsabilité sur ses tâches, donc jamais un ordinateur ne devrait être en position de management. Et en fait, on en revient un petit peu au même élément, c'est-à-dire on peut avoir des IA qui vont générer des choses absolument exceptionnelles. Le jour où ça va pas, et même avec l'IA, il y a un jour où ça va pas aller, il y a un jour où... Enfin, je vais reciter Werner Vogel, le CTO d'Amazon, « Everything fails all the time ».
Donc tout plante à un moment ou à donné, à un moment ou à un autre. Alors Werner a souvent à la fin, donc c'est donc planifier pour les erreurs, et comme ça rien ne va tomber en panne. Mais il faut planifier pour. Mais en fait, à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un humain qui va devoir regarder, qui doit prendre la responsabilité. Si on n'est pas capable de comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, on ne va pas être capable de prendre la responsabilité de ce système-là. Donc, voilà, on ne parle plus binaire. On a eu la question avant, on ne parle plus binaire, on parle très peu assembleur. Il y en a encore qui parlent assembleur. Enfin, parlent pas, c'est qu'ils l'écrivent et qu'ils le lisent. Donc oui, c'est une nouvelle couche qui va arriver. Par contre, avoir cette capacité à comprendre ce qui se passe, si on est effectivement sur une matérialisation du code qui est complètement incompréhensible pour les humains, bon après, si on a fait du Perl, si on a fait du Erlang ou des choses comme ça, on peut se dire que déjà on a des systèmes qui sont absolument illisibles par les humains. Mais il y a au moins quelqu'un quelque part dans la chaîne qui est capable de comprendre ce qui se passe. Et pour moi, c'est peut-être ma limite, c'est la chaîne de responsabilité. Et puis après, j'aime bien le code aussi, mais bon, ça c'est peut-être un biais personnel. Mais tu vois, si on reprend votre projet Bedrock qui s'est fait en quelques mois, est-ce que vous savez quelle est la proportion du code qui a été généré, qui a été effectivement relu par un être humain ? Alors, ils ont relu, alors je ne sais pas s'ils ont tout relu, mais ils ont relu une grande majorité. L'intégralité du code a été générée par l'IA. Oui, mais c'est vraiment, parce qu'en fait, tu parles de ce sujet de prise de responsabilité, qu'à un moment, il faut que l'humain sache ce qui est fait pour qu'il puisse assumer le truc. Est-ce qu'il y a quand même un moment où vous vous dites, en fait, on va effectivement littéralement te chier des lignes de code, et on ne sera pas capable de tout relire, en fait, parce que le volume de lignes de code qui est généré est humainement impossible à appréhender. Enfin, là, on parle de PR. Déjà, on le sait en tant que dev, quand tu reçois une PR qui fait plusieurs centaines de lignes, déjà tu fais, là, ça commence à chauffer. Mais alors là, du coup, quand c'est un système comme Bedrock, on imagine que c'est... Ça peut être des PR sur des dizaines de fichiers qui vont toucher des fonctions différentes. Effectivement, c'est très très dur à relire. Et alors, en fait, j'ai pas la réponse. Et c'est une des grandes questions qu'on se pose actuellement en interne et avec nos clients. Là, on pense à la PR et on se dit, bon, bah, si j'ai 10 fois plus. La question, c'est... mais si on avait 1000 fois plus? En fait, on en parle de... C'est plus facile de commencer à développer une application, une nouvelle application, un nouveau service, de générer beaucoup plus de code. Et donc, en fait, les systèmes tels qu'ils sont actuellement, ils sont pas prêts pour gérer 1000 fois plus de code que ce qu'on est capable de générer actuellement. Donc, il va y avoir une phase où, effectivement, les outils d'IA vont venir aider. On parlait de la sécurité, on parlait de ces choses-là, où il y a énormément de bonnes pratiques qui peuvent venir tester, qui peuvent même attaquer très spécifiquement en code. Après, est-ce que tout doit être relu par un humain? J'ai envie de dire, est-ce qu'on relisait déjà l'ensemble des pillards de manière très très bien à l'époque où c'était fait à la main? J'ai pas la garantie que tout ait été bien relu, on l'a vu, mais par contre, il y a des challenges absolument importants qui sont en train d'arriver. On le voit sur le domaine de la sécurité, avec une explosion des attaques de type 0D, le jour même, ou 1D, le jour même de la sortie, en moins d'une demi-heure, on a une vectorisation des attaques qui sont en cours, où en fait... on voit le risque de mettre de l'IA dans une chaîne de développement, parce qu'effectivement, on peut avoir une perte de contrôle, mais après, il faut aussi voir l'intérêt de mettre de l'IA. Et on dit, voilà, avant, il fallait, dans le monde bancaire, il fallait pas trop bouger pour être sécurisé. Maintenant, il faut absolument bouger vite pour avoir la capacité à rester sécurisé. Donc, je pense qu'on va trouver un équilibre. Il va y avoir quelques erreurs, il va y avoir quelques accidents, je pense, sur le chemin. Mais nous, on a des fondamentaux. Voilà, sur Bedrock, on a des fondamentaux. Et après, on va investir sur d'autres éléments. Je parlais de DynamoDB, qui est un des services que j'ai eu la chance de présenter au Paris Summit. DynamoDB, on a investi sur de la modélisation formelle. Donc en fait, il y a un ensemble de services où même plus que lire le système ou le code spécifiquement pour s'assurer que ça aille bien, on va utiliser d'autres codes. En l'occurrence, on utilise du TLA+, qui est un langage de programmation dédié à la modélisation formelle du code, qui permet de décrire tous les états dans lesquels un système doit être, toutes les transitions d'état qui peuvent arriver dans un système, et on va garantir des invariants. Genre, je prends DynamoDB, mes données doivent être stockées sur 3 zones de disponibilité, voyez-le comme un peu 3 data centers. L'ensemble, c'est des grappes de data centers différents. Et en fait, on va garantir par la modélisation que cet invariant, il est toujours là. Et donc, on va même utiliser l'IA pour nous faire ça et valider par de l'analyse statique et de l'analyse dynamique de code qu'effectivement, on va pouvoir le faire. Donc, je pense qu'on va trouver des nouveaux systèmes et des nouveaux éléments qui vont nous permettre, sans nécessairement aller jusqu'à lire la ligne de code, et toutes les lignes de code, garantir finalement par d'autres méthodes
la fonctionnalité que l'on doit avoir. Donc du test, des choses comme ça. Mais est-ce que cette formalisation que vous avez, du coup, qui vous permet du coup de garantir une fiabilité de votre code, elle n'est pas... parce que ce qui est intéressant avec les IA, c'est qu'effectivement, tu as un effet d'échelle, mais tu as aussi une capacité, une prise en compte de contexte et de connaissances qui est disproportionnée par rapport à ce qu'un être humain est capable de faire. Et qu'au final, toute cette formalisation que vous mettez en place, elle est contrainte par nos petits cerveaux d'être humains. Et du coup, elle peut, entre guillemets, limiter la capacité d'une IA à en fait faire popper une solution qui serait peut-être plus intéressante, non ? Peut-être, mais nous, on a choisi un modèle organisationnel sur lequel, par design, on va limiter la surcharge cognitive qui est associée à l'opération d'un système. Et ça fait depuis très 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 longtemps. On a commencé, comme toutes les entreprises, Amazon avait un monolithe. On lui avait même donné un joli nom, il s'appelait Obidos. Obidos, c'est le point le plus large où tous les affluents du fleuve Amazon arrivent. D'accord. Et en fait, il se trouve que ce système-là, il mettait plus de 24 heures à builder. Et c'est le moment où on a dit, c'est pas possible. En fait, chaque commit qui prend plus de 24 heures à builder, ça n'arrive pas. Et donc nous, on a décidé organisationnellement de se dire, on peut pas se faire confiance sur le fait d'avoir des codebases qui vont être gérables. Donc on va structurellement séparer les codebases par équipe avec des mandats forts en disant les interfaces entre les différentes équipes doivent être par contrat. Le contrat doit être stable, il doit être documenté. Et donc ça, on l'a forcé il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans même maintenant. Et ça nous permet finalement de limiter la surcharge cognitive qui est associée avec l'opération d'un contexte, parce qu'on sait que nos services, ils sont assez microservices. Bon, il y en a qui sont assez gros, on ne fait pas non plus du micro-découpage juste pour le fun, mais ils vont tous être dans un contexte et un domaine métier différent. On va avoir des tests qui vont être mis en place dessus. Donc en fait, on a déjà organisationnellement finalement mis ces bulles, qui fait qu'on a peu de systèmes où on va pondre des centaines de milliers ou des millions de lignes de code qui vont être un spaghetti indéchiffrable. On a déjà ces contraintes-là, on a déjà ces API-là, et on a la chance chez AWS de travailler avec des clients. Et dès que vous voulez avoir un truc qui est de l'entropie et qui ne puisse plus bouger, mettez-le à disposition d'un client. Parce que maintenant, c'est plus nous en interne qui avons la capacité de bouger. Amazon S3 a 20 ans. S3, les API d'il y a 20 ans, c'était un HTTP put, un HTTP get. 20 ans plus tard, c'est un HTTP put et un HTTP get. On ne pourra pas le changer. Parce qu'en fait, on a ces éléments. Par contre, on a mis en place les bonnes pratiques qui disent que S3, on peut le changer complètement. Et on l'a changé complètement plein de fois. Pour nos clients, c'est absolument transparent. Et donc là, on va pouvoir laisser typiquement des IA créer, innover et changer sur un environnement qui est un environnement contraint. Et donc là, effectivement, on peut leur laisser beaucoup plus de liberté. Et avec les outils de modélisation formelle, on va garantir que le système à la fin, et là pour le coup on le garantit, et les IA sont absolument géniales. On peut leur donner une modélisation formelle, leur dire analyse mon code, et vois si mon code est en train de dévier de ma modélisation formelle. Parce que les problèmes qu'on a tout le temps, c'est comme avec la documentation. Quand on commence un projet, on fait de la doc, elle est super. Puis 4 ans plus tard, on ne l'a pas mise à jour et on est toujours en train de parler de classe qu'on avait fait au jour 1. C'est la même chose avec les modélisations. Et l'IA va vraiment nous aider finalement. Plutôt que de répondre et nous donner la réponse, on va lui poser des questions. Tiens, mais en fait, j'ai ce modèle-là, j'ai ce code-là, est-ce que ça diverge ? Et là, l'IA est super forte pour dire « Ah oui, j'ai trouvé ça et ça comme divergence, va regarder ce qui se passe. » Donc voilà, on peut vraiment travailler ensemble et pas juste tout déléguer aveuglément. Ouais, je vois. Sur le sujet de la responsabilité, il y a aussi des discussions en cours sur est-ce qu'on peut considérer les LLM comme des compilateurs au final, et qu'en fait on considère que le langage naturel devient une nouvelle abstraction supplémentaire. La réponse à tous les problèmes en informatique, c'est d'ajouter une couche d'assasse. En général. C'est un peu la base. Mais tu vois, si on revient sur cette notion de responsabilité, aujourd'hui, personne va aller faire une review du code compilé. Quand tu fais ton programme en C, en Rust, en ce que tu veux, tu vas pas aller regarder ce que ton compilateur il fait derrière. Certains vont le faire. Pas beaucoup vont le faire, mais certains vont le faire. Mais non, effectivement, la vaste majorité, 99,999% des gens, non, on ne regarde pas la sortie du compilateur. On délègue complètement cette responsabilité-là en disant, on part du principe que ce que j'ai énoncé comme principe est respecté par du coup ce qui va tourner en prod. Mais le compilateur est déterministe. Et c'est là une des vraies... Ton LLM peut être déterministe. Tu mets une température à 0, un même input te mettra quoi qu'il arrive... Oui, mais avoir un LLM et avoir des agents sur lesquels on les rend 100% déterministes, on les a quand même hyper bridés.
Parce que justement, un des éléments intéressants, c'est la capacité à prendre plusieurs contextes et à voir des éléments. Si on met une température à 0, le LLM, finalement, il n'a que la capacité à ressortir ce qui a été dans son modèle d'entraînement au départ. Donc finalement, on revient, de manière améliorée, on revient quasiment sur de la complétion de code. C'est-à-dire, si le bloc de code tel qu'il est n'existait pas quelque part dans un modèle d'entraînement, la partie générative va quasiment disparaître. Donc, il faut leur laisser, et je pense que c'est justement un des grands éléments, leur laisser cette capacité à créer, à mixer et à recréer quelque chose qui vient avec plusieurs, qui vient de plusieurs sources pour créer cette sortie. Si on les enlève, c'est un petit peu gênant. Par contre, je vois vraiment deux éléments. Il y a la partie, j'utilise un LLM pour générer du code, mais du coup, mon code, lui, il sera déterministe. Donc, ça, on a la possibilité de le revoir et tout ça. Après, on a aussi toute une deuxième pratique, qui est, je mets un LLM au sein de mon application, et donc, le comportement même de mon application ne dépend plus du code que je génère, mais dépend de la réponse du LLM au moment où je vais l'avoir. Et ça, on le voit dans beaucoup d'applications métiers, sur de l'intégration et des choses comme ça. C'est deux problèmes similaires, finalement, où on a du LLM et on a du code. Sauf que l'impact et le résultat sont complètement différents. On se focalise en tant que développeur beaucoup sur le premier, qui est comment j'utilise des LLM pour générer du code. C'est très intéressant, c'est très important. C'est un élément sur lequel on va avoir des changements dans les années qui viennent, parce que les LLM continuent à croître de manière exponentielle en capacité. Faut aussi se poser la question du deuxième, parce que la question du deuxième, moi je trouve ça hyper intéressant. Alors, je suis plus tout jeune, malheureusement. Avant, on avait des applications transactionnelles, puis on avait une plateforme de données qui allait faire du change data capture ou des éléments, donc qui prenaient ces données opérationnelles, allait les mettre dans un dataware. Ça, c'est pour ceux qui ont quelques années de pratique. Maintenant, dans un data lake, on a même le data ocean maintenant, qui est encore plus joli. Et après, on avait des plateformes analytiques qui allaient montrer des graphes et des choses comme ça à des humains, et les humains allaient prendre ces décisions pour aller vers la plateforme transactionnelle et refaire le changement en disant « Ah bah tiens, j'ai vendu plus que ça, je vais monter le prix, je vais baisser le prix, je vais changer, je vais en recommander. » Maintenant, ce qu'on voit avec les agents, c'est qu'en fait, on a des agents qui vont prendre ces données de la partie opérationnelle et analytique, finalement, et vont faire des décisions pour aller parler à mes systèmes transactionnels. Sauf que ces agents-là, potentiellement, ils n'ont pas une température à 0. Et donc, et c'est ce qu'on veut, parce que sinon, c'est un workflow glorifié. Hein. On revient il y a 20 ans avec des systèmes de workflow. Ça marchait très bien. Mais ce qu'on voyait avec les systèmes de workflow, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un changement dans notre process métier, on devait redévelopper tous les workflows. Et donc, l'outil de workflow qui était génial parce qu'il nous permettait de simplifier la code base devenait notre boule de blocage au milieu, ça devenait notre goulot d'étranglement. Là où les agents, finalement, viennent simplifier ça. Mais du coup, eux, ils vont agir de manière probablement non déterministe au sein d'un système d'entreprise. Et ça, c'est un nouveau domaine dans lequel il faut aussi qu'on ait cette capacité à comprendre quel va être l'impact et comment on va travailler dessus. Mais du coup, si je reprends le même que tu évoquais tout à l'heure sur la capacité de décision, au final, aujourd'hui, on a des agents qui ont une capacité de décision et qui donc, en soi, peuvent assumer entre guillemets, une responsabilité. Alors, chez nous, il nous est arrivé, effectivement, d'avoir un impact négatif d'une action faite par un agent. Notre position est très simple. C'est pas la responsabilité d'agent, c'est la responsabilité de la personne qui opère l'agent. Chez Amazon, on a vraiment une culture du blameless post-mortem. Donc, c'est pas la faute de la personne, c'est la faute d'un système. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose qui est à l'encontre de l'entreprise, c'est assez rare, et on le voit dans les équipes, d'avoir quelqu'un qui se lève le matin et qui dit « Aujourd'hui, je vais tout péter ». Rarement on le fait, souvent on se dit « Bon, je vais essayer de faire un bon boulot ». Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle des bonnes intentions. Et des bonnes intentions, on se lève tous le matin avec plein de bonnes intentions. Je me suis encore levé avec plein de bonnes intentions ce matin que je ne vais pas réussir à tenir pendant toute la journée. Et donc nous, notre question, c'est s'il y a quelque chose qui se passe mal, quel est le système ou quelles sont les pratiques qui nous ont amenés finalement à faire ce choix. Et donc on essaye de voir quels sont les systèmes et les technologies qu'on peut mettre en place. Il y a eu un événement, pour ceux qui lisent les réseaux sociaux et qui sont connectés sur Internet, il y a eu un événement sur un système Amazon. Amazon, le vendeur initialement de livres, même le vendeur d'à peu près tout maintenant sur la planète, en ligne. Et donc ils disent, ah là là, il y a eu une réunion et il y a quelqu'un de chez Amazon qui a fait une grande réunion parce qu'il y a un système qui est tombé pendant quelques heures. Effectivement, il y a eu un problème. Il se trouve qu'effectivement, il y a un agent, mais en fait, l'agent, il avait trop de droits. L'agent, il avait le droit de faire des choses et des choix sur des systèmes qu'il n'aurait pas dû avoir accès. Et donc la question qu'a posée le VP, Dave, de son prénom,
c'était pas on arrête tout. C'était mais qu'est-ce qui nous a amené là? Quels sont les garde-fous qu'on doit mettre en place pour s'assurer que ça ne revienne plus? Et en fait, il se trouve que ces garde-fous, on avait déjà ces problèmes-là avec des humains. Donc en fait, on a remis des bonnes pratiques, genre quand on fait un changement qui peut être impactant sur la prod, ça peut être proposé par un agent ou par un humain, ça doit être revu par quelqu'un avant de pouvoir avoir un impact potentiellement néfaste sur la prod. Donc en fait, on revient sur ces éléments. Donc, voilà. Le côté mécanisme, qui est un terme très Amazon, systémique, est vraiment un élément important pour nous. Donc en fait, dans cette expérience que tu décris, on retrouve un peu ce que disait le CEO de Nvidia, encore une fois, je ne suis pas bon avec les noms, Jensen, qui disait que l'avenir du métier de développeur ou de développeuse, c'est d'être un RH d'agent. On est juste un gestionnaire. Mais au final, on revient à cette idée de... dans ce que tu évoques, c'est qu'un agent qui prend une décision, il faut qu'elle soit validée par quelqu'un dans un certain type de décision. En fait, ou qu'elle soit dans un scope qui soit suffisamment contraint pour que il peut prendre la décision A ou la décision B. Mais dans ce cas-là, on accepte et on limite. Ce qu'on veut pas, c'est qu'il prenne la décision C, c'est tout pourri, je vais tout effacer. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est dans ta phrase, c'était tu as des contextes de décision où s'il y a une décision qui est prise, et ta phrase c'était qu'elle soit prise par un agent ou par un humain, il faut que la décision soit validée du coup par... Donc voilà. Tu as un process de décision. C'est ça. Et donc en fait, tu mets la décision de l'humain et de l'agent à peu près au même niveau en disant quoi qu'il arrive, vu le contexte. Donc en fait, tu rentres dans ce process un peu orienté RH où tu te dis, en fait, j'ai des humains, j'ai des agents qui collaborent un peu ensemble et qui sont soumis au même fonctionnement. Donc, absolument. Il faut pouvoir contrôler la décision, il faut pouvoir l'auditer. Alors en plus, on voit l'IA en rentrer dans plein de domaines, mais de manière assez intéressante, les domaines à forte réglementation, on peut penser au domaine de la santé, on peut penser à certains domaines de la défense, en fait, toutes les parties juridiques, sont en fait des domaines sur lesquels on peut adopter assez facilement l'IA. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a déjà fait une classification des données. Quand on voit toutes les entreprises de commerce et choses comme ça, ils n'ont pas trop de classification des données. Ça pose des problèmes parfois avec le RGPD. Mais quand on est dans des environnements qui sont des environnements à forte réglementation, en fait, ils ont dû déjà avoir un DPO, qui est une vraie classification des données, une gestion des applications. Donc ça permet assez facilement de dire, ces données-là, je peux les donner à un agent parce que je suis dans un domaine de risque qui est limité. Celles-là, non, surtout, je ne vais pas y toucher parce que j'ai envie de pouvoir les contrôler. Et deuxième, ils ont toute une chaîne d'auditabilité. Donc quand il y a une décision qui est prise, si on est dans le domaine de la santé, par exemple, la santé est assez rigolote, je ne sais pas si c'est rigolo, mais quand on fait une analyse biologique, par exemple, sur la santé, on doit être capable de la reproduire sur une durée, qui peut parfois aller jusqu'à 30 ans. Mais pouvoir la reproduire, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir toute la démarche qui reste là, mais on va aussi avoir les équipements qui sont les mêmes, qui nous permettent de le faire, pour vraiment pouvoir faire ça. Et donc, quand ils arrivent et qu'ils disent, moi j'ai un agent qui va faire ça, en fait, ils documentent exactement, ils ont l'observabilité de tout le processus de décision de l'agent, et comme ça, ils sont capables de dire, voilà exactement pourquoi la décision a été faite. Donc plutôt que de contrôler l'agent, ils vont contrôler le processus des décisions et les décisions qui sont faites par l'agent. Et ça, on a des systèmes potentiellement déterministes. Alors, Amazon, sur Bedrock, on a du raisonnement automatisé qui permet en fait justement de décrire un cadre et de dire toutes les décisions qui sont faites par un agent qui utilise Amazon Bedrock, on va le faire passer par ce crible, et ce crible, il est déterministe. Lui, par contre, il est mathématiquement prouvé comme étant fiable. Et donc on peut dire, l'agent, tu as le droit de faire ça dans tout ton contexte. Par contre, je te rassure, on va avoir une checklist derrière qui valide que tu ne restes que dans le domaine que nous avons défini. Okay. Alors, donc on peut faire les deux. Mais c'est des domaines qui sont encore assez naissants. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce que tu vois comme changement en cours ou à venir sur le métier de développeur en tant que contributeur individuel, mais aussi sur l'organisation des équipes, parce que forcément, si on ne fait pas le même métier, on ne peut pas travailler de la même façon. Qu'est-ce que tu vois comme changements qui sont déjà en place et qui vont peut-être aussi s'accélérer ? Déjà en place, je vois un changement fondamental au niveau des PM, PO, Scrum Master et autres. Donc toutes les fonctions qui sont des fonctions tech adjacentes, alors qui sont tech, mais qui sont souvent un peu moins dans la production directe de code, on leur donne des super pouvoirs. Toutes ces fonctions-là, avant, elles devaient écrire des specs,
qui était rarement nécessairement super bien lu par les développeurs. Là, maintenant, on leur donne la possibilité très rapidement, justement, d'utiliser le côté génératif et le côté créatif pour générer des protos, pour générer des tests, pour générer des choses comme ça. Après, on va toujours avoir besoin des développeurs pour l'intégration, la sécurité, la mise en place dans un système et des choses comme ça. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que on a cassé d'un certain côté les barrières de communication qui venaient autour des équipes, où au lieu de faire avec 14 tickets Jira ou 12 entrées Confluence, on a la possibilité de dire, tiens, regarde, en fait, j'ai une démo, je vois que ça pourrait marcher comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et on a une base d'itération commune. Pour les développeurs plus spécifiquement, des équipes plus petites. Ça, c'est vraiment un élément qu'on voit, où en fait, la vélocité est telle maintenant que les cérémonies qu'on pouvait avoir autour du Scrum ou du Safe avec des meetings quotidiens, en fait, en 24 heures, on peut avoir énormément avancé. Donc, on a des clients qui utilisent, on a une méthode fournie par Amazon qui s'appelle la AIDLC, donc Artificial Intelligence Development Lifecycle, qui se dit, en fait, les sprints, au lieu d'avoir des sprints, il y a plein qui font des sprints de 2 ou 3 semaines. Les sprints, on peut en faire plusieurs par jour, maintenant. Et donc, ça change un petit peu, il faut changer la manière de communiquer. Sauf que si j'attends d'avoir une grosse cérémonie 3 fois par jour, je suis plus du tout productif. Je passe mon temps en meeting et j'avance pas du tout. Et donc on voit souvent des équipes plus petites, avec des contextes qui sont un peu plus contraints et qui du coup vont avoir une communication plus efficace. Donc pareil, ça, un grand changement, une vélocité différente. J'en parlais tout à l'heure, se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire si on fait 1000 fois plus de code? En fait, je pense que c'est peut-être l'élément, c'est on fait déjà 100 fois plus de code qu'on faisait il y a 20 ans. Mais là, si on refait un fois 1000, qu'est-ce que ça veut dire? Donc beaucoup de questions sur les topologies d'équipe, comment on va les faire travailler, comment on les fait avancer. Et moi, peut-être mon côté personnel, mais du coup, ça force les développeurs à avoir un petit peu plus d'empathie et un petit peu plus de compréhension du contexte. On ne peut plus, en tant que dev, dans un environnement IA qui va aussi vite, se dire « Ah ouais, mais non, mais c'était pas dans les specs ». Ça, c'est pas possible. C'est pas quelque chose qui est acceptable. Et donc, on doit vraiment avoir des développeurs qui vont plus près des PO, qui vont plus près du métier, pour comprendre les nuances et le pourquoi ils vont le faire. Le risque, si on le fait pas, c'est que maintenant, eux, ils ont la capacité à le faire. Je reste persuadé qu'ils le feront moins bien. On a vécu tous la révolution Excel, PowerPoint, Excel et Access. Microsoft Access, génial. Tout le monde avait développé ses applications. En fait, on est revenu quand même sur des standards de développement parce qu'effectivement, en entreprise, on a besoin d'avoir un contexte général et une connaissance générale et de l'ingénierie. Et donc voilà, si on a ça, les devs, les pas devs justement, les métiers, ils vont aller faire du shadow IA. Et ça, on le voit déjà en entreprise. Donc comment on les aide sans nécessairement les brider? Parce que ce qu'on veut pas, c'est avoir l'IT qui vient et qui dit « Non mais moi j'ai raison, je sais ce que je fais, toi t'as tort, et tu comprends pas. » Parce qu'il dit, non, en fait, je comprends très bien. Moi, j'ai mon fils, il fait ça. Tu vois. Donc, hop, ils y vont. D'ailleurs, on va travailler avec, je pense que c'est un des gros éléments. Donc, pour moi, c'est empathie, contexte, compréhension qui sont vraiment les vecteurs clés du futur du développeur, finalement. Ouais. Donc, tu vois aussi la frontière entre les métiers tech et les métiers tech adjacent, comme tu dis, quasiment disparaître. Ouais. On a des gens du data center qui maintenant... avant, le DevOps, il fallait apprendre à développer. Maintenant, le DevOps, il faut apprendre à parler un LM. Mais même moi, quand j'ai des trucs à faire, des analyses de données, je me retrouve encore à ouvrir un VS Code pour dire, tiens, je vais me faire un petit truc en TypeScript ou en Python. Et en fait, je l'ouvre et au bout de 4 secondes, je fais, mais c'est n'importe quoi. Arrête ça, Julien. Je prends ma CLI et puis je pose une question à Kiro. Et puis Kiro, soit il me le fait directement, soit il m'a généré le code. Et en 2 minutes, je le regarde. Ouais. Je suis responsable. Je regarde mon code. Je regarde, et en fait, en 2 minutes, il m'a fait une analyse croisée sur 14 sources de données, et pouf, ça marche. Ça m'aurait... Je l'aurais fait. Je suis dev, ça fait plus de 20 ans que je suis développeur professionnel. Mais tu l'aurais fait en 2 jours, là où c'est fait en 2 minutes. Quoi. Voilà, là, maintenant, ça prend 2 minutes. C'est juste génial. Ouais. Non, j'avoue, c'est vrai qu'il y a un changement dans la manière de travailler qui est assez fou. Juste que tu parles de réduction d'équipe, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on continue à appliquer... tu l'as évoqué tout à l'heure, ces méthodes agiles qui datent de 2001, qui sont liées à un contexte de production de code particulier, et qu'on est encore en train d'essayer de maintenir un peu ces best practices, et que donc ça nous oblige effectivement à réduire les équipes, à réduire le temps, parce qu'en fait la rapidité de création de code est complètement disproportionnée, et qu'en fait on va peut-être avoir un nouveau manifeste AI agile, tu vois, ou je sais pas comment ça s'appellera, qui va mettre en place
nouveaux types d'organisation et de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà des choses en test chez Amazon. On a 2 méthodes en test chez Amazon. Donc il y en a une qui s'appelle AI DLC, qui reprend un peu le principe de Scrum, sauf que d'avoir des sprints, on a des bolts, qui sont une version accélérée du sprint. On a un raccourcissement de beaucoup de process autour de la définition et la gestion, la récupération des besoins et choses comme ça, où en fait, on utilise l'agent un peu comme sparring partner. Donc en fait, il vient nous poser des questions et on va aller raffiner les différents éléments sur les besoins fonctionnels, les besoins non fonctionnels, toute la partie design. Donc en fait, on a raccourci tous ces éléments-là. Alors 2 éléments. Le premier, c'est on a quand même une limite qui est la taille de contexte, à la fois humain et machine. Quand on commence à avoir des applications qui sont trop grosses, qui font trop de choses, on voit que actuellement les LLM, ils ont tendance à halluciner des choses pas très très bien. Effectivement, vont faire des erreurs. Donc là, on voit un vrai mouvement de fond sur on doit avoir des specs ou quelque chose comme ça. Alors je me vois mal 25 ans après le manifeste agile dire non, il faut faire des specs détaillés. Non, c'est fini. Mais effectivement, en fait, l'IA a complètement enlevé le besoin de rédiger des specs détaillés. Parce que l'IA, en fait, elle va le générer pour nous. Et donc, on est vraiment dans un dialogue sur la définition des besoins et l'analyse. Donc ça, on voit vraiment un besoin hyper fort sur ces éléments-là. Donc AI DLC, en fait, touche un petit peu à tous ces éléments-là, de la partie récupération des besoins, design, développement, bien entendu automatisé, et maintenant, parce que le but c'est d'avoir une flywheel, donc avoir un cercle vertueux qui vient reprendre les résultats de la prod. On a la même chose pour les product managers. Justement, où on leur pose la question, mais en fait, c'est quoi ton métier dans une ère d'IA ? Et donc, on a des générateurs de démos, par exemple, où on leur pose 3 prompts, un peu à la Lovable. Ils viennent générer des applis en vous. Alors, Lovable fait des applis en prod, et ils sont capables de le faire très, très bien. Mais voilà, on va vraiment aider ces métiers-là. Donc, des méthodes, on commence à en voir. Après, le contexte humain, il y a pas mal de discussions en ce moment sur Twitter aussi, sur la charge cognitive et le risque de burn-out. Il faut aussi le voir où avant on a parlé dans la préparation de cet épisode, on mettait 3 heures à corriger un bug, à la fin des 3 heures c'est bon, j'ai fini, et on s'arrêtait. Là en fait l'agent il va corriger le bug en 4 minutes en ayant testé 4000 trucs différents, et en fait on se retrouve dans une position où on n'arrête jamais, et il y a un vrai risque. On a des clients qui ont adopté le AI DLC qui faisaient 3 bolts par jour. Et donc ça avançait très bien. Sauf que ils ont décidé sciemment de baisser leur productivité pour le bien-être de leurs développeurs, en disant 3 c'est trop, c'est une charge qui est trop importante, ils n'arrivent pas à processer le contexte, c'est une vraie fatigue, c'est une fatigue dure. Et donc voilà, avoir ces éléments-là. Et ça m'amène sur 2 points. Alors, les développeurs vont adorer, mais c'est un parallèle, ce n'est pas nécessairement le cas, mais on le voit beaucoup dans le monde du sport, où en fait il y a un mode de préparation, un mode de performance, mais on l'a aussi dans plein de métiers, chez les pompiers, chez les pilotes, chez plein de choses comme ça. Et en fait je pense que chez les développeurs aussi, il va falloir qu'on ait un élément où quand on est vraiment en phase de production intense, avec de la création, avec beaucoup de choses là, c'est un drain en termes d'énergie, et donc avoir des temps de préparation et des temps d'action. Il y a plein de modèles qui existent. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Wiring the Winning Organization. On donnera les références dans le podcast, qui explique justement ces différents modes, mais d'un point de vue organisationnel. Comment on organise une équipe pour avoir cette gestion de la performance, comment on s'arrête, comment on pivote, comment on accélère, qui sont des éléments importants. Et donc, on découvre plein de choses. C'est un peu le résultat. Je pense que quelqu'un qui arrive maintenant et qui dit j'ai la réponse, et la réponse c'est A, non, c'est pas possible. Top, merci beaucoup Julien pour cette conversation. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeuristes ? Alors j'ai fait un spoil, du coup j'ai divulgaché. Un des livres, c'est effectivement Wiring the Winning Organization, qui a été écrit par Gene Kim. Gene Kim, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit une série de bouquins que j'adore. Le premier, c'est The Unicorn Project. Il est sorti en 2012, et c'est une histoire sur comment le DevOps et l'Agile viennent se mettre en place dans une organisation. Pour pas spoiler, le livre commence, un nouveau DSI vient d'arriver, il est 5h du matin, son pager sonne, son entreprise est à la première page des journaux, ils ont eu un énorme plantage et il n'y a plus rien qui va. Et donc le livre commence là-dessus, et c'est une business novel, donc c'est pas une histoire
complètement folle. Mais voilà, il a écrit ce bouquin-là, il a écrit plein d'autres bouquins. Il a fait la suite qui s'appelle, donc il y avait The Unicorn Project, The Phoenix Project qui était le premier, pardon. Ok. Le premier c'est The Phoenix Project, il a sorti la suite qui est The Unicorn Project, spécialisé sur les développeurs. Même entreprise, même contexte, par contre on suit le responsable des développements. Super intéressant à voir. Il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Accelerate avec Nicole Forsgren, Ouais. qui utilise les métriques DORA, qui a introduit d'ailleurs les métriques DORA. Et il a écrit donc ce dernier bouquin, Wiring the Winning Organization, et il vient de sortir un nouveau livre, encore, il n'arrête pas, qui s'appelle Vibe Coding, extrêmement intéressant pour les développeurs. Ça, c'est, si vous ne savez pas quoi faire, lisez les bouquins de Gene Kim, vous allez apprendre du Lean, vous allez apprendre du DevOps, vous allez apprendre plein de trucs super. Et le deuxième, parce qu'on a parlé de mécanisme, il y a un livre qui s'appelle Atomic Habits, par Adam Grant, qui est un professeur en psychologie. Et en fait, l'idée, alors le bouquin est génial, et c'est pas du tout tech. C'est pas du tout un livre tech, mais c'est un élément pour se dire, quand on a des bonnes intentions, et qu'on veut atteindre quelque chose, en fait, ça marche pas. Et en fait, on ne peut être aussi bon que au niveau du système que l'on met en place. Et donc, en fait, il explique plein de techniques à mettre en place dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie de tous les jours, pour atteindre ses objectifs. Et donc, comment en créer une habitude, comment en créer un nouveau comportement dans ses journées. Et il a plein de réflexions qui sont très intéressantes et qui vont au-delà du monde de la tech. Ok, donc, on mettra bien évidemment toutes les références en description de cet épisode. Et dernière question qui est la plus importante de ce podcast. Julien, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je la redoutais, et en fait j'ai le problème d'être polyglotte. J'ai travaillé sur plein de langages différents, et alors j'ai envie de dire ça dépend de l'IDE du moment. Et la plupart de mes IDE sont configurés en espace, pas en tab. Mais j'ai commencé, et j'aurai toujours un amour invétéré pour Pascal, le langage. J'ai passé des centaines de milliers d'heures à faire du Turbo Pascal, et là j'étais effectivement en tab. Donc là, j'ai quand même un petit attachement un peu aux deux. Mais par défaut, maintenant les IDE sont tous configurés en espace. Finalement, la question se pose plus trop. Effectivement. Merci beaucoup, Julien. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Voilà, effectivement, on a un métier qui se transforme. AWS, c'est intéressant d'avoir leur point de vue parce qu'ils contribuent aussi à ce changement. Je pense que là, il y a plein d'idées qu'a pu nous donner Julien qui sont hyper intéressantes. Effectivement, la frontière entre les métiers tech et tech adjacent se disparaît de plus en plus. Notre métier change et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je vous invite aussi à aller écouter le compilé qu'on a fait avec Julien qui devrait sortir dans quelques semaines, où on parle aussi du besoin de communication. Il y avait une autre chose que je voulais dire, mais je ne sais plus. C'est pas grave, allez écouter l'épisode de Julien sur le compilé de l'épisode de Jocelyn qui sort dans quelques semaines. Je vous remercie comme toujours de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.